Aujourd'hui, une thématique où je vais vous parler du couple, et donc je vais vous parler du couple animal au couple spirituel ou au couple d'esprit. Qu'est-ce qui fait surtout que ça va pouvoir marcher dans une relation et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas par rapport vraiment à nos mémoires animales, nos mémoires cellulaires. Qu'est-ce qui fait que du coup on vit des difficultés dans nos relations de couple, voire nos relations de famille, et comment on va pouvoir transcender ça. On a des généralisations qui marchent bien quand on observe un petit peu soi-même ou qu'on regarde un petit peu autour de soi. Dans le couple vraiment animal, donc dans le couple animal, pour cela je vais prendre l'illustration avec des petits singes. Donc on a ici par exemple Goliath, voilà, donc Goliath qui effectivement c'est le singe mâle, donc le singe dominant. Et lui en fait donc il a les hormones et il a besoin. En fait, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de se reproduire pour perpétuer l'espèce. Et en fait, qu'est-ce qu'il veut faire? En fait, lui, ce qu'il veut faire à ce moment-là, c'est monter toutes les femelles. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut donc séduire elle. Il veut la séduire, c'est Egoline. Et alors, comment il peut faire pour la séduire en tant que mâle dominant? Il a différentes options. Soit, du coup, ça va être le mâle le plus dominant en termes de musculation. Il est viril. C'est un mâle qui est fort. Il a qu'une peur, c'est de pas pouvoir avoir une bonne érection. Donc pour ça, il pourrait même aller jusqu'à prendre du Viagra. Un mâle qui peut plus bien se reproduire, il est bon pour l'abattoir. Hein, donc du coup, il faut toujours qu'il soit bien puissant. Donc musclé, puissant, viril, dominant. Où il peut vouloir par exemple avoir un métier où il va être le supérieur, le chef du chef. Voilà, et gagner beaucoup d'argent. Et donc, effectivement, il veut séduire Egoline. Ou alors, ça peut être d'autres moyens qu'il peut avoir, Goliath, pour pouvoir séduire, c'est d'être le pourvoyeur. Donc, le pourvoyeur, effectivement, il lui faut gagner beaucoup d'argent pour pouvoir pourvoir aux besoins de la famille. Donc, pourvoir aux besoins qu'elle aurait de pouvoir trouver un mâle qui va vraiment satisfaire ses besoins. Mais du coup, je comprends pas pourquoi tu m'as pas invité. Et elle lui répond parce que la dernière fois, t'as pas voulu payer mon McDo. Donc vengeance, mon gars. Mais c'est quoi ça? Voilà. Ou alors, ça peut être éventuellement, il peut développer son ego comme ça, à pouvoir être le mâle protecteur. Et elle, vous présentez un petit peu Egoline. Elle, ce qu'elle veut, Egoline, c'est pouvoir du coup être séduisante. Il faut qu'elle se fasse belle, voilà, c'est une belle femme, elle est jolie. Comment elle fait? Elle peut se grandir à mettre des talons hauts, elle peut mettre du maquillage, elle peut se faire belle. Donc ça peut être effectivement une séductrice hein, qui vraiment va attirer le mâle, mais ça peut être aussi la mère de famille qui prend soin des enfants, ou ça peut être la psychologue qui pense à l'anniversaire, qui pense à encourager son mari, à être là pour lui, à le soutenir, voyez. Donc effectivement, Egoline va avoir différentes manières de pouvoir séduire Goliath. Et en fait, qu'est-ce qu'elle veut? En fait, Egoline, elle, son besoin, surtout, c'est de pouvoir faire des beaux bébés forts. Donc pour pouvoir faire des beaux bébés forts, il lui faut un mâle qui soit un mâle puissant, un mâle qui soit fort, et pour qu'elle puisse faire des beaux bébés qui sont des beaux bébés forts. Voilà, donc ça c'est son but, parce qu'il y a de la concurrence, il y a d'autres femelles autour. Et donc voilà, donc à un moment donné, donc qu'est-ce qui se passe? C'est que les deux se rencontrent. Voilà, donc ils s'aiment, ils sont contents, et voilà, et donc ils sont ensemble, et donc j'appelle ça voilà l'amour animal. On a toutes les hormones qui sont là. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va projeter sur elle l'image vraiment de la femme idéale, de la femelle vraiment idéale, qui a toutes les qualités qu'il voudrait avoir. Et puis elle va projeter sur lui une image de quelqu'un qu'il n'est pas, mais qui est aussi le mâle idéal sur qui elle pourrait compter. Et en fait, les deux, qu'est-ce qu'ils vont faire les deux? Ils vont passer leur temps à jouer un rôle pour pouvoir continuer à se plaire, pour maintenir un petit peu les illusions que lui se fait sur elle et elle les illusions qu'elle se fait sur lui. Ils vont maintenir comme ça des rôles pour se maintenir dans la séduction, parce qu'en fait ils comprennent bien que pour pouvoir se plaire, il faut correspondre à une image qu'ils ont ensemble. Pour que lui il reste, qu'est-ce qu'il faut? Rappelez-vous, elle, sa fonction, c'est d'avoir des beaux bébés. Donc il faut qu'elle ait des enfants. Les rejetons
Je m'amuse beaucoup dans cette vidéo. Les rejetons qui vont arriver, voilà, donc les rejetons sont là, ils arrivent et là en fait elle va vraiment pouvoir s'occuper d'eux. Et alors qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, quand les rejetons sont là et que Égoline, elle a les rejetons, qu'est-ce qui se passe pour Égoline? On ne vous oubliera jamais. Quand l'enfant naît, le père disparaît. Donc là, Égoline, elle a moins de temps pour s'occuper des Goliaths parce qu'elle s'occupe beaucoup. Sa priorité, c'est les enfants. Et lui, s'il veut garder Égoline, eh ben, il faut qu'il ramène la sécurité au foyer, peut-être de l'argent, voilà, donc qui monte dans l'entreprise et qui se sacrifie au travail, qui se sacrifie dans sa vie. Et elle va vouloir vraiment s'occuper vraiment des enfants, ça sera sa priorité. Donc on a vu elle, sa fonction numéro 1, c'est d'avoir des enfants et s'occuper des enfants dans la famille, ça c'est important. Et lui, on avait vu tout à l'heure que en fait en tant que mâle dominant, ce qu'il veut lui, c'est pouvoir monter toutes les femelles. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a Égoline qui est un petit peu occupée là par les gamins, mais quand il regarde un peu autour de lui, en fait, waouh, il y a la secrétaire, je sais pas, autour de lui, waouh, il y en a d'autres qui sont pas mal, hein. Elles sont jolies comme tout, hein. Elle s'éteint les cheveux, elle s'éteint en rousse, elle est bien habillée, elle a des beaux bijoux, elle fait attention à son poids, hein. Elle a un poids santé, hein, pour parler franchement, elle fait du sport, elle se maquille, elle prend soin d'elle. Et donc, qu'est-ce qu'il fait lui? Du coup, il fait des petits tours avec Égolette. Voilà, il fait des petits tours avec elle. Voilà, il va au restaurant, etc. Alors, il lui parle comme ça. Ils sont au restaurant. Il lui parle et elle se trouve intéressante. Elle se dit c'est génial. Il me parle et lui, il attend qu'une chose. C'est vite qu'on finisse le repas pour qu'on puisse passer aux choses sérieuses après. Vite, je suis intéressé par elle. Voilà. Et puis, il n'y a pas qu'elle, hein, il y en a d'autres hein, aussi des fois qui sont intéressantes. Donc celle-ci, c'est Égolange. Donc Égolange, elle est spirituelle, vous voyez, elle a les chakras qui sont bien arrivés, qui sont bien alignés, elle est sage et puis quand elle discute avec lui, elle lui dit oh là là mon chéri, Goliath, vraiment je te vois et je vois que dans ton aura, je vois ton aura et il y a des taches dans ton aura, je vois ton... Elle est vraiment intéressante. Donc on voit que voilà, il y a toutes ces femelles qui sont intéressantes pour lui jusqu'au jour où Égoline, qu'est-ce qu'elle va se faire? Elle va découvrir le poteau rose. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein? Et elle apprend qu'est-ce qui se passe avec Goliath. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est la famille qui éclate, c'est la famille qui explose parce que effectivement, on a cette dualité animale où et à la fois elle veut être la plus séduisante, la femelle la plus séduisante pour tenir avec elle, pour sa sécurité affective, sa sécurité familiale, le mâle avec lui, avec elle, et avoir la sécurité avec la famille, avec le mâle qui est là, et lui qui est dans une optique beaucoup plus de monter toutes les femelles, puisque ces hormones animales ont envie de disperser un petit peu sa semence un petit peu ailleurs. Voilà. Et donc la famille éclate. Donc souvent qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander le divorce et puis elle va dire moi je m'occupe des enfants mais toi tu vas payer. Tu vas me le payer. On a la famille nucléaire où lui va se mettre avec une autre, il aura 2 foyers à s'occuper. Voilà, bon, ce sont des images très généralisées et très caricaturales. Ni bien, ni mal, simplement animal. On est vraiment en lien avec des besoins qui sont des besoins en lien avec nos mémoires animales. Hein, voilà. Et effectivement, le couple, s'il s'en arrête là, le couple ne va pas pouvoir marcher, ne va pas pouvoir fonctionner si on rentre dans ces caricatures-là et ces généralités-là. Alors effectivement, comment passer du couple animal au couple spirituel? Déjà, en fait, c'est vraiment de définir en tant qu'être humain
vraiment d'aller voir à l'intérieur de soi quelle est notre vision de la vie, quelle est notre vision du couple et qu'est-ce qu'on veut vraiment dans un couple. Et pour ça, je peux vraiment vous donner une image qui est vraiment l'image de l'autobus. On imagine que vous attendez un autobus pour aller dans une direction. Et le bus que vous prenez, c'est la direction pour aller à Paris. Et puis l'autre, il veut aller à Rome. Ben, c'est pas la même direction. Donc, quand je parle de direction, qu'est-ce que ça peut être par exemple les directions? Il y en a un par exemple qui veut des enfants et puis l'autre n'en veut pas. Non. Il y en a un qui veut être propriétaire d'une maison et puis l'autre pas forcément envie non plus. Il y en a un qui veut par exemple un couple dans la fidélité, l'exclusivité. L'autre veut plutôt un couple qui est dans du polyamour. Qui a raison, qui a tort? Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Chacun a sa propre vision des choses, mais ce qui est important, c'est que quand on s'engage à faire un chemin avec quelqu'un, il vaut mieux choisir une personne avec qui on va s'engager dans la même voie, dans la même direction, parce que c'est sûr que sinon, il y en a un qui va s'oublier, il y en a un qui va se sacrifier. Je suis un sacrifice. Donc déjà, c'est vraiment de se dire, ok, quelles sont vraiment mes attentes dans une relation, quelle est ma vision, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma relation à l'avenir. Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? On monte dans ce bus. En fait, sur la route, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir des turbulences. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir de l'orage, il peut y avoir de la neige, il peut y avoir du vent. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il faut casser la relation? Non. Ça ne veut pas dire qu'il faut casser la relation, ça fait partie des aléas de la vie, ça fait partie des aléas du couple et c'est intéressant de savoir dépasser donc ces épreuves, dépasser ces difficultés pour pouvoir vraiment continuer. Maintenant, s'il y en a un qui dit au milieu du voyage j'ai changé d'avis, finalement je ne veux plus aller à Paris, je veux aller à Rome, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le bus, on se remercie ensemble pour le chemin qu'on a parcouru et chacun va pouvoir continuer sa route dans la direction qui lui est chère, dans une direction qui lui est propre et avec de la gratitude sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été partagé. Maintenant, si dans le bus, il y en a un des deux qui devient fou, c'est-à-dire, je ne sais pas, qui se drogue ou qui tombe dans l'alcoolisme ou qui a vraiment des problèmes qui nuisent à la sécurité de l'autre, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On arrête le bus et on sort immédiatement parce qu'il est hors de question qu'une relation de couple puisse mettre notre propre vie en danger. Mais le plus difficile pour vraiment arriver dans ce couple-là et de savoir vraiment comment clarifier la vision, je dirais que c'est de pouvoir déjà être authentique et de pouvoir faire le point entre soi et soi-même sur quels sont les critères et les valeurs qui sont importantes pour nous. Parce que si on veut vraiment s'entendre, on a besoin de partager vraiment des valeurs communes et on a besoin dans une relation qu'il y ait un échange qui soit dans un juste équilibre, que ce soit une transaction qui soit équilibrée. Alors beaucoup disent et se leurrent en disant mais non, mais en fait le couple spirituel c'est le couple qui est inconditionnel, qui est de l'amour inconditionnel. Alors je suis d'accord, mais on a aussi ces mémoires animales à l'intérieur de nous et je pense que dans un premier pas dans un développement personnel, c'est de savoir le reconnaître, avoir cette humilité de se dire quand je rentre dans une relation, effectivement peut-être que tout n'est pas inconditionnel. Peut-être qu'effectivement, dans cette relation, j'attends vraiment des choses de mon partenaire. Et donc, on pourrait représenter ça par un petit peu 3 cercles. C'est-à-dire le premier cercle qui serait vraiment le cercle prioritaire, c'est quels sont mes besoins dans cette relation où c'est absolument rédhibitoire, j'ai absolument besoin que cela soit nourri, j'ai vraiment besoin que cela me soit apporté par l'autre. Quelles sont mes valeurs qui sont prioritaires? Est-ce que je veux quelqu'un par exemple qui travaille? Est-ce que je veux absolument quelqu'un qui veut avoir des enfants? Est-ce que je veux avoir quelqu'un qui est fidèle, qui est sécurisant? Est-ce que je veux absolument avoir quelqu'un de démonstratif? Et si oui, comment est-ce que je le saurais que la personne est démonstrative? Donc c'est intéressant d'aller chercher aussi les équivalences en termes de critères. C'est quoi être démonstratif? Est-ce que c'est de faire des cadeaux? Est-ce que c'est d'envoyer des SMS? Est-ce que c'est de dire ses sentiments? Je veux quelqu'un de responsable qui par exemple travaille, qui gagne sa vie. Je veux quelqu'un qui assume la relation, quelqu'un qui est disponible, qui parle de la relation autour de lui, quelqu'un qui passe du temps dans la relation. Qu'est-ce que je veux? Je veux quelqu'un qui aime discuter, avec qui je me sens vraiment très relié intellectuellement ou pas forcément.
Voilà. Donc, quels sont les besoins qui sont absolument essentiels, où je sais que si je n'ai pas ces besoins-là de satisfaire dans ma relation, ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est ce qui est vraiment un travail en PNL qu'on appelle le travail de hiérarchie sur les valeurs et sur les critères. Donc ça, c'est le premier cercle qui est vraiment très important. Et le deuxième cercle, ça veut dire, c'est des besoins où ils sont importants, mais si tu les remplis pas pour moi, c'est pas très grave, je pourrais m'en passer. Par exemple, je peux dire, je peux partager par exemple une passion d'ordre sportif ou une passion d'ordre philosophique. Par exemple, je peux être quelqu'un dans ma vie qui m'intéresse beaucoup au développement personnel, mais être en compagnie avec quelqu'un où c'est pas forcément son truc, c'est pas son trip de forcément regarder des vidéos comme vous êtes en train de regarder là, ou de suivre des conférences, etc. Mais c'est pas grave parce que c'est pas ça ma priorité dans la relation. Ma priorité, c'est d'avoir quelqu'un qui est sécurisant, par exemple, et qui est démonstratif, où j'ai besoin que cette personne de ressentir son amour. Et puis peut-être que sur des aspects plus intellectuels, peut-être que je peux me satisfaire en fréquentant des amis ou d'autres personnes qui vont m'apporter ça. Mais peut-être pas, peut-être que c'est l'inverse. Peut-être qu'il y a une personne pour qui c'est ça qui est prioritaire et l'aspect sécurité qui est moins important. Mais en fait, c'est intéressant de le savoir. Voilà, je fais cette vidéo parce que pour pouvoir vraiment trouver quelqu'un avec qui ça va bien s'accorder, en fait, c'est de connaître vraiment quelles sont nos priorités et notre hiérarchie de valeurs et de critères. Parce que souvent, en fait, on se met en relation et on pense à tort qu'on a rencontré la personne idéale qui va vraiment combler tous nos besoins, qui est la personne parfaite. Mais on le sait, la personne parfaite n'existe pas. Il y aura forcément des frustrations. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on ne se connaît pas soi-même et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est absolument indispensable et qu'est-ce qui est plus secondaire. Et bien, une fois que ce qui a été indispensable est pleinement nourri, du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste ce qui était secondaire, mais qui n'est peut-être pas forcément nourri. Et là, on est frustré. Et comme on est frustré, on pense que c'est un problème et qu'on n'est peut-être pas avec la bonne personne. Et donc, ces personnes-là qui raisonnent de cette manière vont passer leur temps et vont passer leur vie de passer d'une relation à une autre, ou alors ils vont se dire je ne suis pas pleinement satisfait, je ne suis pas pleinement nourri dans cette relation, j'ai besoin d'avoir un amant, j'ai besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour combler mes autres besoins. Pourquoi cette frustration, elle n'est pas maîtrisée en réalité? Elle n'est pas maîtrisée parce que avant même d'entrer dans une relation, la personne n'avait pas fait le point vraiment sur ce qui était important pour elle entre les besoins du premier cercle qui étaient vraiment des besoins prioritaires et des besoins du deuxième cercle qui sont des besoins à dire si la personne me l'apporte c'est bien, mais si elle me l'apporte pas, c'est pas très grave, c'est ok. Donc ça demande vraiment un travail de réflexion, de hiérarchie, de valeurs et de critères. Alors en PNL, notamment dans la formation technicien PNL, on a vraiment un travail là-dessus qui concerne la relation affective ou la relation professionnelle d'ailleurs, mais qui est un travail pour savoir apprendre à faire vraiment connaître, clarifier quelles sont nos priorités et avoir un petit peu faire le point sur nos hiérarchies de valeurs et de critères. Un coach en tout cas peut tout à fait vous accompagner pour vous aider à faire ce travail. Et puis il y a le troisième cercle qui est ce que moi je veux bien apporter aussi dans la relation et puis qu'est-ce que je ne veux pas apporter, qu'est-ce que je ne pourrais absolument pas faire. Donc c'est important de connaître qu'est-ce qu'on attend de l'autre et l'autre a besoin de connaître ce que nous on veut bien lui apporter et ce qu'on ne pourra pas parce que simplement pour nous ça serait peut-être tellement contraignant qu'on risquerait d'y perdre notre valeur et qu'on n'aimerait pas dépenser du temps, se changer et perdre peut-être notre identité dans ce couple-là parce que c'est des choses qu'on ne voudrait pas forcément apporter. Vous voyez, puis ça va entraîner beaucoup de reproches, beaucoup de rancœur aussi et surtout une grande perte de temps. Voilà. Donc c'est important dans une relation d'apprendre à se connaître. Et je pense que c'est important dans une relation que les deux personnes puissent apprendre à se connaître en profondeur. D'autant plus que les valeurs qui sont vraiment profondes sont des valeurs qui sont souvent issues de nos expériences de vie qui datent vraiment de l'enfance. Donc je parle par exemple une valeur importante dans une relation, la valeur par exemple de fidélité, d'exclusivité ou pas. Il y a des gens qui, par exemple dans l'enfance, n'ont pas eu dans leur
dans leur attachement avec les parents, n'ont pas eu des relations très sécures. Et comme ils n'étaient pas dans des relations très sécures, bah, du coup, ils ont besoin beaucoup d'exclusivité dans la relation parce que dans le rapport affectif, ils se sentent vite en insécurité. Donc, s'ils sont avec quelqu'un qui est plutôt dans une relation, avoir envie d'être dans du polyamour par exemple, ça va être très compliqué pour ce style de personnes. Et généralement, ce type de personnes-là, c'est des valeurs qui vont pas trop changer dans une vie parce que c'est vraiment un fonctionnement qui est très ancré, qui est très profond. Et puis on en a d'autres qui au contraire veulent des relations comme ça où ils ont besoin de beaucoup d'espace, de beaucoup d'exploration, beaucoup d'autonomie et ils veulent pas forcément fusionner comme ça avec quelqu'un dans une relation exclusive parce qu'elle leur paraîtrait étouffante. Ben, pour ce style de personnes, c'est pareil. Par contre, on peut avoir d'autres valeurs et celles-ci sont des valeurs plutôt du deuxième cercle, donc qui sont moins importantes, sur lesquelles on veut bien faire des efforts, à se dire ok, c'est pas très grave. Mais des fois dans la vie, avec notre évolution, on peut avoir nos valeurs et notre hiérarchie de valeurs qui bouge et qui vient effectivement se changer dans cette hiérarchie. Des évolutions de couple qui arrivent sur des séparations, même si ils avaient une volonté de vraiment construire un chemin ensemble sur toute une vie. En fait, il s'avère que dans la réalité, même si on peut avoir des relations, des aspirations comme ça, d'avoir envie d'avoir des relations qui durent toute la vie, notamment avec des croyances comme ça qui sont beaucoup issues de la religion, hein, notamment. Mais en réalité, sur le terrain, des fois, les aspirations peuvent quand même évoluer avec le temps, avec l'évolution des personnes. Et c'est quand même assez rare et assez compliqué de pouvoir vraiment construire un chemin qui va être toujours sur des valeurs similaires tout au long de la vie. Ceci dit, ça existe, hein, ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Les chemins peuvent comme ça parfois se séparer. Voilà, donc je vous ai donné quelques clés pour passer du couple vraiment animal au couple d'esprit. Voilà, par ce questionnement de hiérarchie, des critères et des valeurs. N'hésitez pas dans vos commentaires à partager ce que vous en pensez. Je lirai vos commentaires avec attention. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et je vous dis à bientôt les amis. Merci, au revoir.